Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Alors à la base, on comptait vous parler des matchs de la nuit, mais il se trouve qu'à 7 heures du matin, une Vosges bombe est tombée. James Harden est envoyé aux Los Angeles Clippers. Pendant une demi-heure, on n'a pas eu la contrepartie. C'était juste, bon, bah, Harden et aux Clippers, débrouillez-vous. Et finalement, le trade est tombé dans son intégralité. Donc, Philadelphie récupère Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, Kiji Martin et un tour de draft non protégé en 2028, un swap, deux seconds tours et normalement un autre tour de draft d'une troisième équipe. Donc il est possible que le trade ne soit pas encore complet, qu'il y ait potentiellement d'autres joueurs impliqués pour l'instant. On en reste là. Et du côté des Clippers, bah évidemment James Harden, mais aussi PJ Tucker et Philippe Petrusev. Shai, c'est la fin d'un dossier qui a commencé il y a 4 mois avec la demande de trade de James Harden. Il a obtenu gain de cause parce qu'il a non seulement obtenu son trade, mais aussi l'équipe qu'il souhaitait rejoindre, c'est-à-dire les Clippers. Quelles sont tes premières impressions sur le trade? Je vous avais dit hier que Harden était devenu provisoirement chauffeur de bus et que c'était un signe qu'il allait se passer quelque chose. Alors je pensais pas que c'était ça tout de suite ce matin, mais ma première impression, j'ai l'impression que je me trompe peut-être, hein, mais que les Sixers ont commencé à en avoir un peu marre et à se dire oula, en plus on risque des sanctions si on l'emmène pas dans les déplacements avec nous et que avec les règles et tout ça qu'il faut prouver, qu'il faut justifier les absences et tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ça y est, ils en ont eu assez. Et le premier sentiment, c'est que j'aime pas le trade pour les deux équipes. Voilà, c'est vraiment en Ouais, je brut, hein. comprends. Mais d'un côté, c'était inévitable parce que euh, pour Philadelphie, alors Philadelphie gagne en profondeur, peut-être, ça manquait un peu de profondeur. Tu récupères des joueurs expérimentés, tous ceux que tu as cités en soi, c'est pas mal, ça fait des minutes. C'est des joueurs qui ont déjà joué des gros matchs, tout ça, c'est pas mal dans l'optique où tu vas loin en playoff et tout ça. Mais sur le strict plan qualitatif, je vois pas en quoi ça convaincrait plus Joel Embiid que les Sixers sont la meilleure option pour lui dans les années à venir en fait. Ça c'est peut-être la première impression. Après peut-être que Tyrese Maxey va continuer d'être de ce niveau-là et va être un All-Star indiscutable et que Embiid va se dire ah, c'est bon, à nous deux on va réussir et avec ce qui s'est construit autour c'est cool. Et pour les Clippers j'aime pas en fait. Enfin, on en a parlé plein de fois, je sais pas pourquoi rajouter Harden à ce mix-là. C'est une équipe qui a pas de spacing, qui a beaucoup de joueurs qui ont besoin du ballon, tu rajoutes pas de défense. Je sais pas. Alors le Ça point ressemble à un positif, move désespéré, quoi. ça ressemble à un move désespéré alors que leur début de saison a rien de désespérant pour l'instant, je trouve. Enfin, Kawhi et Paul George jouent, sont pas blessés, donc c'est pas désespérant. Euh, ils ont pas perdu, ils ont réussi à pas perdre Terrence Mann et Norman Powell, c'est le point positif du trade alors qu'on avait l'impression que c'était inévitable pour qu'il se passe quelque chose. Je suis content que ce soit fini. Je suis curieux de voir comment ça va se passer sur le terrain parce que tu as un backcourt Westbrook-Harden a priori, hein, si je suppose que ça va se passer comme ça. Je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait l'une ou l'autre des deux équipes qui en ressortent ultra gagnantes. Faudrait que je me pose parce que tu as raison, ça vient vraiment de tomber. C'est Wash Bomb. Il y a peut-être des joueurs qui vont encore être échangés. Il y a Danny Green qui a été coupé. Il peut se passer des choses encore. Peut-être des joueurs qui vont être rééchangés. Et dernier petit point de réaction immédiate, une pensée pour Nicolas Batum qui posait en photo avec ses camarades il y a encore quelques heures et dont on espérait même pour lui que ça se finisse à Los Angeles cette carrière parce que c'est censé être sa dernière saison. Et c'est jamais drôle. Je sais que les gens vont dire oui, bon, c'est des millionnaires, ils peuvent bien déménager sans qu'on les prévienne, on s'en fout. C'est jamais drôle de devoir bouger alors que tu viens de mettre tes enfants à l'école pour la rentrée scolaire et que tu dois trouver une manière de faire fonctionner le truc. Bon, alors oui, il y a les millions, mais c'est voilà, petite pensée pour lui. Sur une dernière saison, je pense qu'il espérait un peu de stabilité et de plus de, enfin, et pas un déménagement en tout cas. Moi, le timing de ce trade c'est le trade entre deux équipes désespérées d'une manière ou d'une autre. Je pense que là, avec le recul et la manière dont ça s'est fait et l'épisode de l'aéroport où James Harden a voulu rejoindre l'équipe et Oui, qu'il n'y a pas été autorisé, ça montre que malgré tout ce que laissait entendre Daryl Morey, en fait, les Sixers ont déjà tourné la page James Harden depuis le moment où il a demandé son trade. Euh, L'équipe s'est préparée cette saison pour jouer sans James Harden. Il n'a pas joué en pré-saison. Je pense que Nick Nurse, il était déjà au courant qu'il n'y aurait pas James Harden. Parce que si vraiment il y avait l'envie de le convaincre de rester, non, mais on a besoin de toi, bah, en fait, il l'aurait laissé. Enfin, il serait avec l'équipe. Ça aurait été différent.
Il leur aurait laissé prendre l'avion, quitte à ce qu'il ne joue pas, mais il aurait été avec l'équipe à ce moment-là, il y aurait eu une volonté de l'intégrer. Je pense que là, depuis le début, Philly sait bien que cette saison, elle va se faire sans Harden et que justement, l'idée, c'est de vite donner les clés à Maxi. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un gros discours de façade en attendant justement le trade parce que les Clippers voulaient au moins, les Sixers, pardon, voulaient récupérer au moins 2 pics. Je pense que Terrence Mann, ils ont vite compris que ça serait mort. Le All-Star, ils ont compris que ça c'est mort. En fait, il y avait juste une espèce de discours pour tenter de faire monter les enchères. Au final, ils auront leurs 2 pics, mais bon, la contrepartie, elle paraît effectivement faible. C'est voilà, c'est une équipe qui veut tourner la page et qui maintenant va essayer. On pourra revenir après un peu sur les effectifs, sur les équipes en question, parce que je pense que les Sixers seront pas mauvais. Et pour les Clippers, je pense que c'est le pari d'une équipe. Lawrence Frank, le GM, est très intelligent, mais il est dans une situation très délicate. Je pense que la fenêtre des Clippers, elle était ouverte ces dernières saisons. Je continue de penser que Los Angeles a pendant eu un moment la meilleure équipe de la ligue, mais n'a jamais pu le montrer parce qu'il y avait des blessures, donc ça restera juste un SI. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui sait que même si Kawhi et Paul George sont en bonne santé en playoff, c'est pas sûr que ça suffise. Et bah du coup, bon, bah, tu tentes un pari, hein, tu prends un autre. Il y aura 4 Hall of Famers dans le 5 majeur, 4 futurs Hall of Famers dans le 5 majeur, mais je te rejoins totalement. Un backcourt Westbrook-Harden, comment tu vas faire jouer tout ça, comment défendre, etc. Ça ressemble plus à du pari. Je dis pas que ça ne va pas marcher, c'est parce que je pense pas que je pense qu'aucune de ces deux équipes ne sera championne NBA à la fin de l'année. Bah, c'est ça, ouais, c'est mon Mais constat, hein, c'est un peu ça. Mais bon, je, je suis surtout content que ce soit fini, quoi. Mais bon, d'un côté, c'est une nouvelle expérience qui démarre aux Clippers parce que pff, j'ai j'ai plein, enfin, vu que la nouvelle vient de tomber, j'ai plein de trucs en tête. J'essaie de me rappeler tu vois. Je me souviens de Moret qui dit absolument non, non, il faut forcément, ce que tu disais, il faut forcément un All-Star. Bah, tu regardes la contrepartie, il n'y a pas d'All-Star, hein, il y a ok, il y a des tours de draft et tout, mais bon, c'est pas la folie. Et on se souvient d'Arden. Est-ce que c'est pas Arden qui a gagné, qui est le seul grand gagnant de ah bah l'histoire? si, Harden, il est le gagnant du trade, ouais, clairement. Parce que lui il avait dit je jouerai plus jamais dans une organisation coachée ou dirigée par Daryl Morey. Bah, au final, c'est ce qui s'est passé. Et alors que Daryl Morey avait dit non, non, on lâchera pas contre moins de ça. Et puis au final, c'est Harden qui a obtenu ce qu'il voulait et les autres qui sont témoins de cette volonté qui s'est C'est sa exercée là. dernière chance, hein. C'est sa dernière chance à Harden. Si ça marche pas aux Clippers, je suis pas sûr qu'une équipe le. Je pense que c'est maintenant là. Là, lui, va falloir qu'il s'implique vraiment dans le collectif. Et je pense qu'il le fera. Il l'a fait au Nets avec Kyrie et Kevin Durant. Il était vraiment dans un rôle de distributeur. Il jouait juste. Je pense qu'on verra pas le Harden qui monopolise la gonfle. Je pense qu'on va avoir un Harden qui passe la balle, qui aura toujours ses lacunes, qui aura moins de pression en playoff, parce que de toute façon, la balle, elle sera dans les mains de Kawhi et Paul George. C'est eux qui seront en avant. Il aura nettement moins de. Je pense qu'on verra un Harden, pas forcément différence maker, parce que ça reste Harden et qui a ses pépins de santé, qui défend pas, etc. Mais un Harden qui sera plus ou moins bon, en fait. C'est ça l'ironie. Et je pense que les Sixers vont faire une bonne saison parce que Tyrese Maxey est en train de passer un cap, parce que Joel Embiid, parce que Nick Nurse, parce ils avaient besoin de défense extérieure et là, ils en récupèrent un peu. Mais là, je regarde l'effectif de Philly. Donc, je vois Joel Embiid, Tyrese Maxey et autour des Tobias Harris, des Robert Covington, qui est cuit, qui est cramé. Nicolas Batum qui est En fin de carrière. offensi- offensivement. Non, mais je vais même le dire. Offensivement, Nicolas Batum, aujourd'hui, il est un peu cuit aussi. Tu vois. Faut dire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il apporte plus rien, mais c'est pas le Nicolas Batum d'il y a 2 ans, hein. Hmm. Donc, les Sixers ont une équipe qui. La bonne dégaine d'une équipe qui se fait sortir au deuxième tour de playoff, en fait. Encore une fois. Pour la Xème année consécutive depuis l'arrivée de Joel Embiid. Ouais, ouais. Après, est-ce que tu penses pas qu'il peut encore y avoir des moves des deux côtés? Est-ce qu'ils peuvent pas utiliser les contreparties, enfin des deux côtés? À Je pense qui que là, les Clippers, bon, mais est-ce que les Sixers vont pas essayer de rebouger certaines des assets, certains des pics? Je sais pas. J'essaie de voir parce que, comme je disais tout au début, enfin, la contrepartie me paraît pas folle. Et pourtant, enfin voilà, Harden est enfin, est dans une année où il sera en fin de contrat. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup plus à récupérer? Je sais pas, hein, mais c'est juste que là, Non. voilà. Mais dans les faits, ce que tu récupères, est-ce que c'est suffisant pour l'objectif, c'est quand même de convaincre Embiid de pas demander son trade en cours de route. C'est aussi ça, parce que même si c'était une petite phrase qu'il avait glissée, je gagnerai à Philly ou ailleurs, et qu'il est sous contrat, on sait comment ça marche en NBA maintenant, hein. Je veux dire, si ça le saoule et qu'il trouve qu'il n'y a pas de perspective, il va demander son trade. Donc c'est reparti pour un tour après, quoi. Mais je pense que Philly, en récupérant des tours de draft lointains,
prépare déjà en fait cette possibilité d'une manière ou d'une autre. Hmm. Eux, peut-être que Daryl Morey dira à Embiid, bah, tu vois là le pic 2028 qu'on vient de récupérer, bah, t'inquiète, en cours de saison on va pouvoir récupérer un joueur avec. T'inquiète, Mais ouais. non, je pense que Philly se prépare à ce qui paraît, alors pas inévitable, parce que de toute façon, à NBA, des fois, ça va très vite, mais là, aujourd'hui, les Sixers, Marcus Morris, il n'a pas de valeur. Nicolas Batum, il n'a pas de valeur. Robert Covington, ils n'ont pas de valeur marchande, ces gars-là, en solo. Là, Hmm. packaging avec des pics, oui, ça a pu ramener Harden aux Clippers, mais ces gars-là n'ont pas forcément une valeur marchande. Donc, imaginons même DeMar DeRozan. Les Bulls n'arrivent pas à négocier une extension, il y a un trade de DeMar DeRozan. Est-ce que vraiment le pic des Sixers de 2028 il suffit? Et même si c'est. Et imaginons qu'ils arrivent à faire DeMar DeRozan. Je pense pas qu'ils peuvent viser un joueur plus fort que DeMar DeRozan. Est-ce que Tyrese Maxey, DeMar DeRozan et Joel Embiid, ça passe à l'Est? Ça va dépendre parce que, enfin, ça passe, c'est passé. Ça tape Boston, ça? Ça bat Je Boston? pense pas parce qu'avec Boston, Boston m'a l'air au-dessus, mais Boston est trop en solide. fait, je pense, pour essayer d'être enfin, pour que un peu une note d'optimisme pour les Sixers, c'est que là, Embiid, on voit qu'il est déjà là, il a bien lancé sa saison. Tyrese Maxey est excellent depuis le début. Je pense qu'ils feront une bonne saison Ils vont être régulière bons. et il y aura Ils vont pas, être bons. il y aura peut-être pas la situation sportive qui poussera tout de suite Embiid à. Je pense qu'il va jouer la saison à fond et je pense pas finalement qu'il va demander qu'il va demander son trade en cours de route ou avant la deadline. Enfin, je l'espère pour eux, hein, mais c'est juste que enfin, je pense pas que ce sera. Je suis d'accord. Je pense pas que ce sera assez compétitif pour être bon, suffisamment bon en playoff, alors que t'as Boston et peut-être Milwaukee qui semblent déjà au-dessus. Mais ouais, je suis d'accord. Je pense pas qu'ils puissent récupérer même mieux que DeRozan et ils vont devoir faire avec ce qu'ils ont. Ils vont devoir compter sur le fait que Nick Nurse soit une vraie upgrade par rapport au coach précédent. Enfin, mais et je repense à ce que tu disais sur Harden. Je pense aussi qu'il va être bon, hein. Je pense aussi qu'il sera. On l'a vu l'année dernière. Je veux dire, il a fait une saison de calibre All-Star, mais on a aussi entendu ce qu'a dit Doc Rivers où il dit bah, à partir du moment où il a pas été All-Star du premier coup et où ils ont dû l'appeler pour essayer de le convaincre de venir, et il a shifté et il est repassé sur un mode plus du tout playmaker et où il voulait prendre plus de tirs et redevenir un peu le Harden de Houston. Donc là, c'est un autre contexte, il y a d'autres joueurs autour, certes, mais qu'est-ce qui nous dit il va pas montrer patte blanche pendant 3 mois, être le Harden alors peut-être pas niveau MVP, ça s'est passé, mais niveau All-Star, et c'est déjà très fort. Et après, du jour au lendemain, clac, il repasse, il retrouve ses défauts, et il y a les playoffs et c'est compliqué. Enfin, je sais que c'est une vision un peu pessimiste, mais malheureusement, les saisons, elles se répètent aussi pour Harden. Et à part le prime à Houston, où ils ont vraiment été pas loin de taper les Warriors, bah, les saisons, elles se répètent un peu entre les périodes hors de forme, les périodes où il change de style de jeu et où c'est pas bon, les périodes où il est mécontent et où il veut partir. Enfin, alors là, pour la première fois de sa carrière, il retourne en Californie. C'est le seul. Moi, je pense qu'il sera irréprochable. J'ai Ouais. aucun doute sur le fait qu'il sera irréprochable, mais en fait, ça ne changera pas ses lacunes. Il n'a Hmm. plus la même explosivité, il ne défend pas. Il peut être irréprochable en dehors du terrain, il peut être irréprochable sur le terrain, il peut même jouer collectif. Ça ne changera pas le fait qu'à un moment, il y a des lacunes et que les Clippers, ça ressemble, comme on a dit, à un move où ton back court défensivement, il est très limité. Tu as des questions. Après, voilà, les Clippers, c'est un truc pour. On se dit, bah, on a 4 stars, donc on est au moins sûr qu'il y en aura 2 en playoff, quoi. Quels que soient les blessés, au moins, si Kawhi il manque une semaine, et ben peut-être que pendant une semaine, sur les 2 matchs de playoff qu'on joue, et ben on tient le choc avec Harden. Enfin, on a plus de munitions et c'est notre seul choix, c'est d'associer des talents en se disant, de toute manière, on est trop loin du collectif de Denver, on est trop loin de certaines choses des Warriors. Allez, on tente comme ça, puis on voit ce que Hmm. ça donne. Et de toute façon, ils sont tous en fin de contrat à la fin de la saison, puis on voit si on veut prolonger cette aventure-là ou pas. Ouais. Je pense aussi à la nightlife de Los Angeles, hein, ça peut être un facteur. C'est pour ça que le côté irréprochable, Ouais. sur le terrain, il donnera le meilleur de lui-même, j'en ai aucun doute. Enfin, dans un premier temps en tout cas. Mais enfin bon, il arrive à sortir partout, hein, donc c'est pas un souci. Mais là, il revient en Californie, pas trop loin de là où il a grandi. Voilà, mais tu sais que j'aime les retours à Ouais. la maison, mais pas dans toutes les circonstances, quoi. Mais on verra s'il se blesse. C'est vrai qu'à New York, il était à New York, il était irréprochable à New York, en Mhm. fait. Par contre, c'est vrai qu'il s'est blessé. Mais bon, je ne sais pas si je vais faire un lien avec la nightlife, Non, mais non, non. t'as raison de le souligner. Bon, il sera chez lui. En fait, je m'inquiète vraiment pas ni de son niveau de jeu, ni. Parce qu'en fait, je le vois plus comme un difference maker. Je me dis pas que Harden, c'est un mec dont tu as besoin pour gagner le titre. Donc, j'y crois pas forcément à ce move pour les Clippers.
Mais vu la faible contrepartie, je comprends le pari. Pour Mhm. Philly, pour Philly, je pense que les Sixers seront bons en saison régulière, mais de toute manière, moi, je reste convaincu que c'est les playoffs. Enfin, tu arrives à un stade où tu es Philly, c'est plus la saison régulière, elle ne compte même plus. C'est comme Boston, c'est comme Milwaukee, c'est comme Denver. Si tu es un candidat au titre, être bon en saison régulière, ça t'apporte aucune satisfaction. Tu vois, Ouais. les Bucks qui gagnent 45 matchs ou qu'ils en gagnent 60, Yanis, ça change rien pour lui en fait. Et Embiid, le seul juge, et c'est pour ça que je me suis toujours dit qu'il n'y aurait pas de trade, de demande de trade pendant la saison, c'est que le juge pour lui, c'est les playoffs. Mhm. C'est de voir est-ce qu'en playoffs, on passe ce cap ou pas. Je pense que là, ils seront bons en saison régulière. Ils ont une équipe intéressante, ça. Mais c'est trop faible. Et en fait, ce trade d'Arden, en soi, en lui-même, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est. On peut pas le prendre en dehors de son contexte. Et pour comprendre le trade d'Arden, il faut déjà se souvenir qu'il y a eu un trade de Ben Simmons parce qu'il y a eu un entêtement avec Simmons Embiid. Je me souviens que dès 2017 ou dès 2018, pardon, non, la première saison de Simmons, c'est 2017-2018, donc c'est celle-là. Dès 2017-2018, c'était leur première saison. Il y avait déjà ce truc où est-ce qu'ils peuvent vraiment jouer ensemble. Et très vite, au bout de, allez, on va dire quand c'est deux jeunes stars, effectivement, tu prends le temps. Dès 2020, il y avait un peu ce truc de c'est pas sûr que Simmons et Embiid ça peut marcher ensemble. Ils se sont entêtés. On peut comprendre. Tu as deux jeunes superstars, tu dis non, faut qu'on tente. Ils se sont entêtés à vouloir garder les deux. Ils n'ont pas gardé Jimmy Butler parce qu'ils voulaient laisser la balle entre les mains de Ben Simmons. Et parce qu'entre-temps, ils avaient aussi re-signé Tobias Harris pour le max. C'est une répétition de mauvais choix. En 2018-2019, les Sixers terminent la saison avec une équipe qui a Embiid, Harris, Butler, Simmons. L'erreur, elle est là. Cette équipe, aujourd'hui, tu réassocies les mêmes noms, tu te dis, mais ça peut aller au bout, en fait. Tu as Butler Embiid la saison dernière, tu as un des mecs qui a été le meilleur joueur des playoffs, l'autre qui a été le meilleur joueur de la saison régulière. Tu te dis, mais les Sixers, ils gagnent. Ils ont misé sur les mauvais choix à chaque fois. Et donc, du coup, ils se sont entêtés avec Simmons. Puis, ils ont jeté Simmons sous le bus. Après avoir perdu déjà Butler. Et Simmons, qu'est-ce qui se passe? Là où Morey il a réussi, c'est qu'il a réussi à rebondir malgré cet échec en se disant bah, je veux absolument Harden, je vais réussir à choper Harden. Il a chopé Harden, mais dès le départ, je pense que si on se souvient de l'époque, tout le monde était en mode mais qu'est-ce qu'ils vont miser sur Harden? Harden, c'est le mec. Comportement, ça va pas passer. En playoff, ça va pas passer. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans après? Ils peuvent même pas être surpris, les Sixers. 2 ans après, Harden, il leur fait le coup à l'envers. Comme, alors, il peut accuser Daryl Morey d'être un menteur, et il a peut-être raison. Mais en attendant, dès le moment du trade, il y avait déjà ce truc de Harden, un jour, va le remettre à l'envers. Ils ont continuellement misé sur les mauvais chevaux. Et aujourd'hui, bah, ils se retrouvent avec Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington qui est cramé de chez cramé. Marcus Morris, il joue même plus, il est cramé de chez cramé. Batum, il n'est pas au sommet de sa forme. Et KJ Martin. Ah, voilà l'enchaînement depuis un enchaînement d'erreurs depuis 2000. Après, c'est facile à dire avec le recul, hein, mais c'est pour moi la suite logique de tout un tas d'erreurs par différents managers différents. Ouais, bon. Par différents managers, pardon. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner, parce que bon, il y a le terrain maintenant, heureusement. Là, heureusement, c'est pas un trade qui est pendant une intersaison, donc on va vite pouvoir. Je crois qu'il est. Bah, les Clippers jouent dès ce soir, je crois. Il sera là. Il sera là. Ah, il sera là. Cette fois, ils vont pas Non, je crois qu'il l'empêcher va pas de. jouer, mais il va très vite rejoindre l'équipe. J'ai Ouais, lu ça. Ramona Shelburne. d'accord. Bah, écoute, on va pouvoir déjà juger un peu ce soir, cette nuit. Enfin, cette nuit, il sera pas sur le terrain du coup, mais très vite, il sera sur le terrain Ouais. pour Los Angeles. Et Los Angeles qui récupère aussi PJ Tucker. Je sais pas si ça te. Ça, c'est bien. Bon, enfin, c'est toujours Ouais. bien. C'est pareil, il est un peu. Il prend de l'âge, toujours, c'est logique, hein, il prend toujours un peu d'âge, mais il met un peu moins ses shoots dans le corner où il était intestable il y a pas longtemps. Après, au niveau mentalité, exemplarité, il est toujours là. Tu sais il va aller au charbon, qu'il va faire. Il jouera très très dur. Ça, y a pas de souci. C'est plutôt bien pour les Clippers. Ça, y a pas. Mais est-ce que c'est vraiment game changer? Je sais pas non plus quoi. Non, c'est sûr. Mais bon, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a peut-être pas de gagnant du trade. Mais bon, les Clippers, au moins, bon, voilà. Enfin, non, c'est pas que tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas de gagnant. C'est que c'est mauvais pour les deux. Je partage ton truc, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est deux équipes désespérées. Mais Mais bon, les oui. Clippers, voilà, ça se tente, quoi. Mais il y avait, bah, en fait, je dis ça parce qu'il y avait, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas possibilité de se dire c'est génial pour l'une des deux équipes quoi qu'il arrive. La Je situation suis était d'accord. déjà, pour toutes les raisons que tu as expliquées, pour Philadelphie, l'air était déjà vicié depuis quelques temps et que ça pouvait pas se finir correctement pour toutes les raisons là qu'on a évoquées. Mais et pour les Clippers,
Pour les Clippers, et peut-être que je reviendrai sur ce que j'ai dit si s'il s'avère que toute la saison ils ont aucun problème physique et que ils trouvent une entente, il y a une union sacrée et que tout le monde est apte à jouer. Bah là, on est tous d'accord pour dire que sur le papier, t'as un peu de tout. T'as beaucoup d'attaques avec Harden et Westbrook. Bon, même s'ils ont tous les deux un peu baissé de pied, t'as de la défense et de l'attaque avec Kawhi et Paul George. Zubac, c'est un bon soldat. Bon, sur le papier, c'est bien. C'est juste qu'on est tellement habitué à ce que ça se finisse pas bien parce qu'il y a un ou deux des joueurs majeurs qui sont sur le flanc et que là, le joueur que tu rajoutes, c'est pas le joueur le plus fiable de l'histoire. C'est juste, non, mais c'est juste pour ça. Après, on verra bien. On verra bien. Mais voilà, c'est de l'analyse à chaud. Avec les noms qui sont arrivés, ça va peut-être encore bouger. Là, ouais, je disais qu'il y a une troisième équipe qui finalisait les détails avec. C'était avec Philly, enfin oui, pour le pic, le fameux pic, Pour le pic en le plus, ouais. premier tour de 2028. Donc peut-être est-ce qu'il y a des joueurs de ce trade qui vont peut-être être, comme ils disent, reroutés, reroutés ailleurs dans l'opération. Voilà, c'est peut-être pas la version finale du trade, mais là c'est sur le coup, voilà, j'ai pas d'autre constat que c'est pas ouf pour les deux équipes et c'était inévitable. Donc On va peut-être parler un peu très brièvement oui, il y a eu des des matchs quand matchs de même. la nuit. Allez, je vais te laisser me parler de la performance qui t'a le plus marqué cette nuit. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Ouais, je vais en prendre trois qui sont pas très originales parce que c'est des performances de joueurs exceptionnels et qui ont l'habitude de faire des performances incroyables. Bon, le coup, Steph Curry qui met 42 points en 30 minutes pour assommer les Pelicans, ça, bon, c'était. Il respire, il respire la confiance et la sérénité, Curry, là, depuis le début de la saison. La façon dont il célèbre les paniers, où il est très démonstratif, je trouve. Donc les Warriors qui ont gagné 130-102 à New Orleans. Donc Curry 42 points avec 7 paniers à 3 points. Gros one-man show. Avec Chris Paul qui a encore été bien en sortie de banc, il faut le souligner. J'allais te dire, c'est ça Voilà. qui m'a le plus marqué, c'est que les Warriors Ouais, ont été tout au long du match en fait ont dominé parce que voilà. même quand Curry sort, cette équipe C'est est ça. Et injouable. tu le disais à juste titre hier, ce serait fou que les Warriors arrivent à les fameuses minutes sans Steph Curry et qu'ils arrivent à devenir bons pendant ces périodes-là. C'était quelque chose de compliqué avant. Là, si tu as Chris Paul dans le second unit, bah, ça fait sens et pour l'instant ça marche très bien. Les deux triples-doubles, nos amis d'Europe de l'Est, classiques. Les Mavs, hein, dont je prédisais les difficultés, pour l'instant sont invaincus, 3-0, même sans Kyrie qui était blessé au pied, qui était laissé au repos. Bah, Luka, 35 points, 12 passes, 12 rebonds contre les Grizzlies qui sont à l'agonie avec 4 défaites en 4 matchs déjà. Je Euh, voulais te souligner que Dallas avait tout gagné et que Memphis avait tout perdu. Exactement. Il avait Ah, voilà. noté. C'est le début. Ouais, voilà. Vous le savez qu'il ne faut pas écouter mes pronostics. Hein, de toute façon, c'est pas une nouveauté. Mais Dallas qui gagne 125 à 110 avec ce triple-double de Luka qui shoot à 50% en plus. Enfin, voilà. Enfin, ou pas loin. Je sais. J'ai pas la feuille de match sous les Il yeux. est en Mais mode MVP, Lucas. 11 sur 22. Deuxième Voilà, triple-double. 11 sur Deuxième 22. triple-double à 30 points en plus. Ouais, 6 paniers à 3 points. Bon, ça marche plutôt bien pour l'instant. Et Jokic, bah, là, pour le coup, Denver est aussi invaincu 4-0. Domination logique face au Jazz. Et Jokic, 35 minutes, 27 points, 11 passes, 10 rebonds, à 12 sur 16. Sérénité. Jamal Murray en double-double aussi, 18 points, 14 passes. Bon, voilà, les Nuggets qui sont sereins, ça, pour le coup, je l'avais pronostiqué, c'était pas très risqué. Que leur entame de saison et leur saison globalement serait plutôt réussie. On peut noter que Bilal Koulibaly a fait sa première titularisation NBA. Oui, Plus jeune, plus oui. jeune joueur titulaire de l'histoire des Wizards. Les Mais il a Wizards. été agressif. Oui, 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 il a été bien. Non, mais je veux dire, c'était pas mal du tout. Il finit avec 9,5 rebonds, une passe, une interception, 2 contre. Il contre. Ouais. Voilà, bon, 4 sur 12 au tir, Ah, il c'était a pas pris... fou. ouais, mais Mais le fait qu'il ait pris 12 tirs, moi, je ouais, trouve ça encourageant, en fait. il a pris un tir de Et- plus que Jordan Poole, messieurs, Non, dames. mais alors, attends, je suis obligé de parler de Jordan Poole. Jordan Poole, est-ce que si vous avez, je ne sais pas si vous avez vu cette action, je ne sais pas si on pourra Le l'insérer ou airball. pas. Non, pas le airball. Ah, il y a aussi un Il y a un airball. moment, il est en contre-attaque. Il est en contre-attaque. Il est en Mhm. contre-attaque. Il s'arrête, il ralentit, il revient au niveau de la ligne à 3 points, il prend un tir, mais comme si moi je prenais un tir sur un playground, tu sais, genre nonchalance totale, aucune concentration, genre aucune, je sais pas, il n'y a pas de dureté dans son tir, je sais pas comment expliquer, mais ça se ressent en le regardant. Il se fait évidemment contrer. C'est pas tout le monde qui se fait contrer à 3 points quand même. C'est que vraiment Ouais, quand tu te fais contrer à 3 points, t'as pas fait l'effort quoi. ouais.
Ou alors le défenseur a super bien anticipé, mais en même temps, quand Jordan Poole à la base, c'est facile de deviner qui va tirer. Kristaps Porzingis le contre. Mm. Les Celtics partent en contre-attaque. Kristaps Porzingis, c'est pas le mec le plus rapide de l'histoire sur 100 mètres. On est d'accord. Ouais. Et encore moins sur 50 mètres. Il arrive à courir parce que Poole ne court pas. Donc Porzingis arrive en contre-attaque avant Jordan Poole et marque. Et Jordan Poole n'est évidemment pas revenu, ou il est revenu en marchant. Ah, c'est bien, il fait plus semblant d'essayer maintenant. Mais en fait, Jordan Poole, c'est pour ça que j'aimais pas trop ce truc de ouais, il va faire une James Harden. Je ne le voyais jamais à 30 points parce que je me suis dit, mais non, parce qu'en fait, il va jamais jouer assez dur. Il y aura des matchs où il va faire des cartons, Ouais. mais il va jamais jouer assez dur pour être régulier, en fait. C'est vraiment, c'est. Lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse un boulot. Hein. Draymond Green, il n'a pas assez fait le travail. Alors, non, pas au niveau de la Ah violence, non, mais. Non, mais pas au niveau de la Ok, violence ouais. physique. C'est bien de Pas au niveau de la préciser. violence physique, mais il faut qu'il y ait faut qu'il y ait quelqu'un qui le secoue. Et je sais pas qui va le secouer aux Bah Wizards. là, c'est pas Kyle Parce que Kuzma qui va le secouer, hein. c'est terrible. Mm. Mais Mais bon, bon. ils prennent une valise contre les Celtics, ce qui n'a rien de déshonorant, hein, mais les Celtics avec Tatum et Brand 36 points, 8 sur 13 à 3 points et Tatum à 33 points, donc les Celtics tranquilles, qui n'ont pas eu à forcer là-dessus. Et aussi, c'est l'une des 3 équipes invaincues avec Dallas et Denver. Qu'est-ce qu'on Yes. peut retenir d'autre? Il y avait du français lors du Détroit OKC, où OKC s'est imposé avec chez Gilgeous-Alexander qui a bien rebondi après son match raté contre Denver. Là, il finit avec 32 points, 9 rebonds, 4 passes. Et les Français, Ousmane Dieng très bien en sortie de banc pour OKC, 4 sur 4, 10 points, 2 passes. 9 Olivier, rebonds pour Olivier Sarr. ouais. Et Olivier Sarr, 9 rebonds, 3 contre en 21 minutes dans un match qui était déjà. Enfin, Sarr, à chaque fois qu'il entre, on sait ce qu'il va apporter, ça c'est toujours bien. Et 21 minutes, c'est presque surprenant. C'est un des 2 joueurs du banc qui a le plus joué avec Kayson Wallace. Et des 3, Killian Hayes était titulaire, 10 points, 7 passes à 4 sur 11. Bon, les Pistons n'ont pas fait pas fait leur meilleur match du début de saison, clairement, mais OKC avait besoin de réagir et a réagi. De quoi on peut parler? Je regarde un peu parce qu'il y avait beaucoup de matchs, hein, il y avait 11 matchs. Moi, Ouais. j'ai regardé la deuxième mi-temps de Orlando contre Los Angeles. Ouais. Et ça rejoint le podcast que je vous invite à écouter. On a fait un podcast justement sur le Thunder, sur le Magic et sur les Pistons. Ces 3 équipes excitantes, ces 3 jeunes équipes excitantes à suivre cette saison. Et Orlando, justement, on avait beaucoup parlé de la défense. Très bonne défense d'Orlando. Ils ont poussé les Lakers dans leur dernier retranchement. Ils auraient dû battre les Lakers. C'est des Lakers qui ne sont pas en grande confiance, honnêtement. Par contre, il y a des très grosses défenses d'Anthony Davis à la fin. Ouais. Il y a 2 paniers à 3 points très importants. C'est un de James, un de D'Angelo Russell. Entre-temps, Jalen Suggs en a mis un autre. C'est Dilo qui a mis le game winner et Dilo qui a mis 28 points. Mais pour rebondir un peu justement sur le début de saison de Banchero, il y a des... En fait, la défense du Magic est très bonne. Mais offensivement, il faut vraiment, pour que cette équipe elle soit à la hauteur de ses attentes, il faut qu'il y ait un cap qui soit franchi. Et c'était très brouillon les dernières possessions. Il y a Suggs et Banchero qui viennent s'empaler sur Anthony Davis. C'est du pain béni pour Anthony Davis. Il y a un tir ouvert dans le corner raté par Banchero. Et il n'y a pas, je sais pas, même le dernier 3 points pour l'égalisation de Franz Wagner, il est mal pris. Je sais pas, offensivement, c'est beaucoup trop brouillon. Et il n'y a pas, on dirait que les 2 stars de l'équipe n'ont pas encore leur spot en mode ah bah si je vais là, ça c'est mon truc et mon panier, je vais aller le chercher comme ça. Je sais comment aller chercher mon panier. C'est là qu'est le développement, c'est là qu'est la marge de progression. C'est là où c'est une équipe jeune et qui, même ils ont une année ensemble, la saison précédente, ils ont déjà joué ensemble. Hein, mais c'est là, ils ont besoin de matchs au haut niveau là comme ça. Bah, tu joues les Lakers qui sont finalistes de conférence. Bah, là, tu te prends quelques murs, tu te prends Anthony Davis dans le Money Time. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des choses très intéressantes. Ils ont encore bien défendu, ils ont été dans le match contre une des meilleures équipes de l'Ouest. Mais ouais, sur la fin, je repensais à ce que tu disais justement dans le podcast. Je sais plus si c'était dans le podcast ou dans le CQFR, je me mélange, mais où tu disais ce serait bien, il faudrait qu'on voit plus D'Angelo Russell qui lui donne plus le ballon, qui le laisse attaquer davantage. Et là, c'est le meilleur marqueur du match. Et, il a été très bon dans le 4e aussi. LeBron qui était un peu en galère en attaque dans le 4e, il a été fort aussi. Donc, mais ouais, dans la lignée du podcast, Orlando encore intéressant et c'est pas déshonorant de perdre de 3 points sur le parquet des Lakers quand t'es une équipe aussi jeune. Non, mais ils auraient dû la prendre cette victoire. Ouais. Franchement, ils peuvent se mordre les doigts. Après, c'est peut-être justement le genre de match où tu te mords les doigts et tu rebondis dans la foulée en te disant ça va être intéressant justement de voir comment ils rebondissent.
Ouais. Mais donc Banquero 4 sur 14, Wagner 5 sur 17. À un Ouais. moment, il faut mettre des shoots, les gars, quoi. Ouais. Si tu veux, mais bon, t'as raison, il y a des trucs encourageants. Mm. Et bon, écoute, ça me semble plutôt pas mal pour Juste, CQFR. Je sais pas si tu veux souligner. ouais, Ouais, un petit mot pour dire que Milwaukee a battu Miami ouais, après bien avoir rebondit. dilapidé, je sais pas, 25 points d'avance dans le début de quatrième 25. quart-temps. Et ils ont commencé à remonter avec leur équipe, avec les Tyler Hero, Richardson, Orlando est Robinson et second tout. poteau. Voilà, et Tyler Hero, 35 points. Yanis, 33 points. Lillard, 25 points. Mais bon, voilà, les Bucks se sont fait un peu peur, mais ils ont quand même. Je crois qu'ils sont venus à 5 ou 6 points, Miami, dans le Money Time. Et Milwaukee a plié l'affaire. Voilà. Le reste, bon, sur les autres prestations, je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard. Et de toute façon, c'est dans le CQFR écrit, si vous voulez, ce matin, qui est posté sur le site. Exactement. On était obligé de parler forcément un peu plus de James Harden, c'est tombé dans la matinée. Donc, une fois n'est pas coutume, on a fait priorité à l'actualité plutôt qu'au match. Yes, oui, oui, ça me semblait effectivement incontournable de parler de James Harden. On aura sans doute l'occasion d'en reparler en cours de saison une fois qu'on pourra aller voir un peu les Clippers et Je, les je suis un peu, Sixers, je suis un nouvelle peu version à déçu l'aise. parce que du coup, je pense qu'il sera pas chauffeur de mon bus demain matin. C'est un peu décevant, mais voilà. Et ouais, ça rapporte plus, je pense, de jouer en NBA C'est que, probable. que la RATP. Je C'est pense que la probable. RATP, je suis pas sûr qu'ils signent les mêmes contrats quand même. C'est ça. Mais écoute, Shai, on va se laisser là. On se Ouais. retrouve de toute façon ce soir pour une late session. Ouais. Je serai évidemment en retard. Et oui, je risque de manger, je m'excuse, hein, mais je risque de manger en direct sur Twitch. Hein, j'ai pas trop le choix. Déjà, je vous épargne le fait, je me douche pas en direct. Ça pourrait arriver, hein, On attention. gagnerait peut-être des Mais followers oui, bah ou on oui. en perdrait, je ne sais pas. On aurait des subs et des primes dans tous les sens. Bon, écoutez, soyez au rendez-vous. Et puis demain, il y aura évidemment un nouveau CQFR. Yes. Allez, ciao à tous, bonne Ciao, bonne journée. journée.